Mesdames et messieurs, bonjour. Depuis ce mercredi, on a une idée sur les prévisions du gouvernement en ce qui concerne le budget de 2025. Le 18 septembre 2024, le Conseil des ministres a autorisé la transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi de finances 2025. Il en ressort que le projet de budget s'établit à plus de 3 500 milliards de francs CFA avec une hausse de 11% par rapport à l'année 2024. Ce projet vise, selon le gouvernement, à renforcer la résilience de l'économie nationale et consacre la poursuite et la consolidation des leviers de sa transformation structurelle et une meilleure redistribution des fruits de la croissance économique, plus d'équité et de justice sociale, plus de 3 500 milliards, mais sans aucun nouvel impôt. Le gouvernement a insisté là-dessus, sans aucun nouvel impôt inscrit dans ce projet de loi de finances 2025. Mais question, comment finance-t-on, comment mobilise-t-on de tels fonds dans ces conditions, c'est-à-dire sans de nouveaux impôts? Que représente cette hausse de 11%? Comment le contribuable peut-il vérifier ou évaluer l'exécution de ce budget? Nous faisons, mesdames et messieurs, le tour de toutes ces questions avec notre invité du jour. Il a nom Sophonie Jed Koboudé, économiste et directeur général du think tank L'Afrique des idées. Monsieur Koboudé, bonjour. Bonjour. Un plaisir de vous recevoir ce matin pour l'entretien de dimanche. Je suis ravi d'être là, de participer à cette émission, parce que c'est une émission qui permet de prendre le temps pour expliquer l'actualité à nos concitoyens. Et puis, je voudrais avoir un propos liminaire qui consiste à adresser mes sincères condoléances à toute la maison ETélé en lien avec la perte tragique du talentueux journaliste François-Xavier Noumon. Et voilà, j'adresse mes sincères condoléances à toute la maison ETélé. Et je vous exhorte à continuer le beau travail que François-Xavier a commencé. Le directeur Pamava vous dit alors merci, monsieur Koboudé. Et comme vous le savez, François-Xavier a un monument, que Dieu ait son âme, un amoureux du travail. Nous sommes obligés de continuer sans lui. Voilà. Merci beaucoup pour vos condoléances. Nous allons revenir à nos échanges. Nous parlons économie, nous parlons budget, évidemment, puisque c'est l'actualité de la semaine. Alors, la première question, monsieur Koboudé, le projet de loi de finances 2025 prévoit une hausse de 11% du budget, évidemment, par rapport à l'année 2024. Déjà, est-ce que c'est une bonne nouvelle quand on apprend qu'un budget a connu une hausse? D'abord, il faut préciser que c'est un moment clé de la vie, de la gestion des affaires publiques dans notre pays. Parce que moi, je rentre d'un pays qui s'est péniblement doté d'un Premier ministre, qui s'est péniblement trouvé, qui va péniblement trouver un gouvernement et qui va péniblement faire un budget. Et on ne sait pas quelle tête va avoir ce budget. Donc, on peut vous dire que le fait que la partie préparation du budget par l'exécutif est terminée et que maintenant le projet de loi a été transmis à l'Assemblée, je pense que c'est une preuve que les institutions fonctionnent. Je sais bien qu'il est rarement intéressant de parler des trains qui sont à l'heure, mais enfin, il faut quand même souligner que nos institutions fonctionnent, que la routine bureaucratique fonctionne et que les hommes et femmes qui sont dévoués à ces tâches continuent de faire leur travail. Donc, pour revenir à votre question, je pense que c'est une bonne nouvelle dans le sens qu'il donne l'idée que l'État continue son engagement dans le développement économique du pays et que, au fond, il s'agit de dégager plus de ressources pour répondre à des questions importantes de notre pays, à savoir la question, n'est-ce pas, des infrastructures, la question du chômage, la question de l'industrialisation du pays, etc., etc. Donc, très clairement, de ce point de vue,
Il est clair que l'augmentation de 11% est une bonne nouvelle. Enfin, la réalité, je crois fondamentalement que ce n'est pas sous ce rapport qu'il faille voir les choses. Je pense qu'il faut voir globalement quel est le fléchage global. Je m'explique. Il n'y a rien de plus politique qu'un budget. C'est-à-dire qu'un budget, c'est typiquement le moment où on dit voici les dépenses et voici comment on va les affecter. Et évidemment, voici où on trouvera l'argent, c'est-à-dire les recettes. Donc, il n'y a rien de plus politique. Et c'est en ce sens que, bon, on n'a pas encore tout le détail de la loi des finances, mais il faudra regarder la répartition. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on pourrait avoir un jugement pointu et sévère ou pas sévère. Donc, bon, grosso modo, sur l'augmentation de 11%, c'est une bonne nouvelle. L'État s'engage. On dégage plus de ressources pour s'occuper des grandes questions de la nation. Donc ça, de ce point de vue, on est d'accord. Et puis tout ceci sans impôt. On va revenir sur cette question sans impôt, puisque ça peut intriguer. Mais comment déjà, vous, en tant qu'économiste, vous expliquez que dans un contexte comme le nôtre, on a un budget qui est en hausse? Le budget qui est en hausse, c'est une question de volonté. On pourrait même dire que c'est en raison de la conjoncture que cette hausse a été décidée. D'accord. C'est-à-dire, le budget, c'est l'exécutif qui montre sa volonté. Ensuite, le Parlement examine et vote. Bon, dans le cas d'espèce, il n'y aura pas trop de doute là-dessus. Voilà, le gouvernement a la chance d'avoir la majorité à l'Assemblée, donc ça va passer à l'Assemblée. Peut-être avec quelques amendements, on ne sait pas, on n'est jamais à l'abri, n'est-ce pas? Donc, je pense que la conjoncture qui est quand même une conjoncture malheureuse, parce que quand on regarde bien, nous avons, on est à peu près fâché avec, on est fâché avec beaucoup de voisins, malgré tout. Bon, fâché. Enfin, fâché, non. En tout cas, il y a quelques situations confuses. C'est ça, difficile. Il y a des situations difficiles avec quelques voisins. Sur des malcompréhensions en réalité. Parce que, au fond, si on fait la généalogie de l'histoire entre le Niger et le Bénin, au fond, c'est une question de malcompréhension. Tout part d'un coup d'État au Niger et le Bénin a adopté, comment dire, une posture responsable qui consiste à se soumettre aux décisions de la CEDEAO et qui est une organisation que nous-mêmes nous avons fondée et auquel on participe. Donc, en ce sens, le Bénin ne pouvait pas faire autre chose que ce qu'il a fait. Enfin, peut-être que le Bénin pouvait infléchir sur le type des sanctions. C'est vrai que je me demande s'il n'était pas possible, par exemple, que le Bénin comment dire, pèse sur la décision de fermer les frontières avec le Niger. Je ne sais pas dans quelle mesure les marges de négociation étaient possibles ou pas à l'époque. Enfin, c'est de l'histoire ancienne. Justement, le chef de l'État a eu à se prononcer là-dessus, qui a un temps pour tout, donc je pense qu'on est passé. Oui, non mais voilà, mais c'est quand même important de revenir sur ça parce que tout est parti de là. Et c'est à partir de là que justement, il y a eu en fait la montée aux extrêmes. Vous savez, c'est toujours ça, c'est qu'on commence quelque part et après ça vire aux extrêmes. Et puis jusqu'à des supputations malheureuses de nos amis du Niger, de nos frères du Niger, etc., etc. Donc, bon, tout ça est une situation qui me paraît vraiment malheureuse et j'espère que avec les négociations diplomatiques qui sont en cours, que ces questions seront réglées. Donc, cette fermeture de frontières, on va dire ce malentendu, ce quiproquo entre le Bénin et le Niger,
a effectivement eu un impact, pas seulement sur le Niger, mais aussi sur le Bénin. Et effectivement, le port a été durement frappé. Et puis, il y a aussi ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire des entrepreneurs individuels qui avaient des business avec le Niger et qui ne pouvaient plus passer de l'autre côté et qui sont proprement tombés en faillite. Hein. Ça existe. Donc ça, effectivement, ça a frappé notre économie. Donc, je ne sais pas à quel degré cela a pu peser dans les hausses budgétaires décidées, mais enfin, je pense que c'est plutôt la conjoncture qui force l'engagement croissant du gouvernement. La grosse interrogation, plus de 3 500 milliards, on parle de hausse, on l'a évoqué, mais comment mobilise-t-on autant de fonds? Comment finance-t-on un budget pareil sans aucun nouvel impôt? Puisque le gouvernement, il a insisté là-dessus. Oui, et d'ailleurs, c'est une très bonne décision. Non seulement il n'y a pas de nouvel impôt, mais il n'y a pas non plus d'augmentation du taux des impôts existants. Donc, c'est une très bonne chose, pour une raison simple. Il ne faut pas bouleverser le champ fiscal d'année en année afin de brouiller finalement la prévisibilité des impôts par les entrepreneurs et les investisseurs. Donc la question de stabiliser le champ fiscal, de ne pas créer de nouveaux impôts, de ne pas augmenter les taux des impôts existants, me paraît être une très bonne décision. Parce qu'en réalité, vous connaissez la phrase de Winston Churchill qui dit un pays qui pense croître au moyen de l'impôt, c'est comme un homme dans un seau qui essaie de se sortir en soulevant le seau par le poignet. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Donc, l'idée que ce n'est pas l'acharnement fiscal que l'État pourrait prospérer, ça n'est pas vrai. Donc, que le gouvernement, dans les grandes lignes du budget qu'on a, ait décidé, ait souligné qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts, cela me paraît absolument fondamental. Et d'ailleurs même, moi je suis déçu. Moi je pensais qu'il y aurait de baisses d'impôts. Moi j'attendais une baisse d'impôts. Par exemple, l'impôt sur les sociétés. Moi je continue à croire que, si je ne me trompe pas, que c'est 30% sur 30% du bénéfice pour les entreprises en général et 25% pour les entreprises industrielles. Bon, je pense que je ne vois pas pourquoi on ne peut pas baisser de moitié cet impôt pour une raison simple, c'est que cette baisse pourra être financée par 1 ou 2 points de TVA et pour combler le manque à gagner. Si vous voulez comprendre pourquoi il ne faut pas imposer l'activité, il faut comprendre le rôle fondamental de l'entrepreneur dans une économie. L'entrepreneur dans une économie, c'est celui qui a l'étincelle de vie de la création. C'est-à-dire, c'est celui qui crée de la valeur dans une économie. Donc, si le processus de création de valeur est taxé, on décourage celui qui crée cette valeur-là. Parce que ne nous trompons pas, hein, la seule personne qui fait de la croissance dans une économie, qui fait de la croissance réelle dans une économie, ça s'appelle l'entrepreneur. La seule personne qui crée de l'emploi, ce que j'appelle de l'emploi productif, c'est l'entrepreneur. Donc, moi, j'aurais été ravi de constater des baisses d'impôts sur les sociétés. Je suis déjà bien content qu'il n'y ait pas de hausse des taux existants ou de nouvelles impôts. Mais j'aurais salué une baisse des impôts, notamment les impôts sur les sociétés, parce que je pense qu'il faut libérer les entrepreneurs béninois. Ça c'est peut-être un plaidoyer. Le projet va être évalué par l'Assemblée, peut-être qu'ils prendront en compte votre doléance. Mais je suis totalement prêt à défendre cette proposition si l'occasion m'est donnée. La question c'est comment on le finance. C'est vrai que vous n'êtes pas un membre du gouvernement, vous n'êtes pas le ministre des Finances. Mais... Non, mais on le finance.
de façon très simple. C'est-à-dire que le manque à gagner, si on baissait, comment dire, ce que je propose, c'est-à-dire baisser de moitié l'IS, enfin l'impôt sur les sociétés, eh ben, on peut le financer par, je vous dis, par quelques points de TVA où on pourrait réfléchir à d'autres options. Enfin, ça, c'est des détails techniques. Mais déjà, sur le principe, il faut, je pense, de l'imposition sur les sociétés. Oui, ça, c'est ce que vous aurez aimé. Et d'ailleurs, paradoxalement, ça pourrait faire augmenter les recettes. C'est ce qu'on appelle la coupe de l'affaire en économie. Oui, ça, c'est ce que vous aurez souhaité. Oui. Mais en l'état, on n'y est pas. Oui, non, on n'y est pas. Dans l'absolu, c'est pas de mon souhait. Évidemment, dans l'absolu, c'est soit le contribuable, soit les dettes. Sur ce coup-là. Mais si on va vers les dettes, parce que le contribuable, l'année dernière, on a appris que c'est jusqu'à 1000 milliards ou plus, mais là, on a un peu plus de 3500 milliards. Donc, le contribuable seul ne saurait financer ce budget-là. On va aller faire les dettes. Mais est-ce que, au finish, on ne va pas se retrouver avec beaucoup de dettes à gérer plus tard? Même si le taux aujourd'hui, on s'est promené là-dessus en disant que on n'a pas encore atteint le plus grave, mais ça reste de la dette. Absolument. Et d'ailleurs, vous posez une question fondamentale qui est la question de la dette publique. Et je pense qu'il faut qu'on prenne un peu de temps pour en parler. Effectivement, on présente souvent la dette publique au Bénin, ou même en Afrique en général, comme, vous savez, c'est le mythe de Sisyphe d'André Camus, c'est-à-dire qu'il roule sa bosse jusqu'en haut de la montagne, et après il redescend, après il remonte, après il redescend. Donc on a des phases comme ça de hausse des dettes publiques un peu partout en Afrique. Après il y a un dégel, après il y a une hausse à nouveau, etc. Oui, mais enfin, d'abord il faut dire que le Bénin, aujourd'hui, on a une dette qui représente à peu près 52% de la richesse nationale, donc ce qu'on appelle le PIB. On est très inférieur à la norme communautaire qui nous demande d'être en dessous de 70% du PIB. Donc, de ce point de vue, nous sommes en règle avec les traités que nous-mêmes nous avons signés. Bon. Donc, de ce point de vue, fondamentalement, il n'y a pas de problème. Si on regarde l'évaluation du FMI sur le risque sur la dette, le FMI nous dit que le risque sur la dette béninoise est modéré. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le rouge. On n'est pas dans le vert non plus. On est dans le jaune, quoi, hein, quelque chose. On n'est pas dans le rouge. Oui, il y a certains aspects de la gestion de dette qu'on pourrait monter en épingle. Typiquement, le fait que plus de 80% de notre dette est souscrite par des entités étrangères. Donc, ça pose des questions de souveraineté. On pourrait évoquer le fait que plus de la moitié de notre dette, c'est en monnaie étrangère, notamment en euros. Mais le fait qu'on est dans le franc CFA et que le franc CFA est arrimé avec l'euro, bon, c'est comme si on s'endettait en franc CFA. Mais le problème, c'est le risque, pas à court terme, mais à moyen terme, sur l'existence même de l'euro. Parce que la zone euro, on n'est pas à l'abri, avec la montée des partis populistes un peu partout en Europe, on n'est pas à l'abri que la zone euro explose. Donc on pourrait monter en épingle quelques points difficiles comme ça dans la gestion globale de la dette, mais nous avons un stock, qui représente 52% du PIB, inférieur à la norme communautaire, donc ça c'est très bien. Vous savez, si vous endettez pour faire de l'investissement, ce n'est pas tout à fait la même chose de s'endetter pour consommer. D'accord. Parce que quand vous faites des investissements, vous avez un retour sur investissement qui vous permet de rembourser la dette. Enfin, la dette et ses intérêts, évidemment. Donc la question, c'est celle-là. La question de qu'est-ce qu'on fait avec la dette
Et au Bénin, c'est relativement simple. C'est essentiellement les infrastructures, essentiellement la question des dispositifs pour réaliser ce qu'on appelle la transformation structurelle de l'économie. Donc, enfin, si le Bénin a un problème, c'est un problème que le FMI a déjà souligné. C'est-à-dire le FMI a regardé ce qu'on appelle l'efficience de l'investissement public. Et quand on regarde cette évaluation du FMI, on voit que le Bénin a un score de 0,5 sur 1. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un gap d'inefficience qui est de 50%. Alors, ce que ça veut dire concrètement, c'est que quand le Bénin fait 100 unités monétaires d'investissement public, il y en a 50 qui sont inefficients. D'accord. Alors, ce qu'on met dans l'inefficience, c'est plein de choses. C'est peut-être des projets mal ficelés, c'est peut-être des projets peut-être qu'on a démarré trop tôt ou qui ne suivent pas un chemin critique global dans le programme d'action du gouvernement, etc., etc. Donc, on a un problème d'inefficience de l'investissement public. S'il y a un problème que nous avons, c'est celui-là. La dette en elle-même, le stock est bien géré. Nous sommes aujourd'hui inférieurs à la norme communautaire. Sur la dette elle-même, tout ça me paraît très bien. C'est plutôt la question de l'efficacité, l'efficience de l'investissement public au Bénin. Et ça, nous avons, pour parler gentiment, nous avons des marges de progression. Bah, donc, il n'y a pas matière à s'inquiéter. Ah non, mais attention. Alors, peut-être que mes propos laissent entendre que je suis en train de dire parce qu'il n'y a rien à voir. Pas du tout. Dans une économie, vous avez, on va dire, l'État, vous avez de l'autre côté les ménages et un troisième personnage qu'on va appeler les entreprises. Donc quand on fait de la dette publique, ça a un effet sur les comportements, les anticipations des ménages et des entreprises. Parce que quand il y a une progression du stock de la dette, donc les entreprises et les ménages anticipent une hausse des impôts futurs. C'est ce que les économistes appellent l'équivalence ricardienne. Enfin, c'est que les anticipations des ménages et des entreprises vont dans le sens de la crainte d'impôts futurs. Parce que la dette, ce n'est que de l'impôt futur. Oui. Rien d'autre. Donc, si vous continuez à augmenter le stock, le ratio dette sur PIB, vous allez générer des anticipations du côté des entreprises et des ménages qui vont aller, par exemple, vers des comportements de thésaurisation, de suspension de certaines consommations. Donc, vous allez en fait freiner la croissance. Et oui. Et oui, donc c'est là où c'est à cette conclusion que je venais. C'est qu'il ne faut pas dire que ça n'est pas un sujet, la dette publique, elle est bien gérée, circulée, il n'y a rien à voir. Pas du tout. D'ailleurs, quand on regarde l'augmentation, quand on regarde en dynamique, c'est plutôt inquiétant. Au sens où on est passé, grosso modo, de 25, un peu moins de 30% du PIB de dette en 2015-2016 à aujourd'hui 52% du PIB. On va dire, ben oui, mais pour financer le développement, il faut bien trouver des ressources. Oui, mais regardons quelque chose. Moi, j'ai fait des petits calculs. Et aujourd'hui, pour faire 1 franc de croissance, nous faisons à peu près 66 centimes de dette. Donc, en fait, nous avons une croissance qui est dopée par la dette et pas une croissance organique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je dis simplement les faits. Faire attention. Je dis les faits. Nous avons une croissance pour faire 1 franc
de croissance, nous faisons 66 centimes de dette. Donc, c'est peut-être une croissance à trompe-l'œil. Et d'ailleurs même, quand vous regardez le PIB, et ça, les spécialistes le comprendront très bien, vous regardez le PIB du Bénin, le PIB, vous avez deux composantes. Vous avez ce qu'on appelle le PIB marchand et le PIB non marchand. Le PIB marchand, c'est en fait, c'est la somme de la valeur ajoutée créée par les entreprises. C'est-à-dire que, par exemple, vous montez une entreprise, vous achetez 100 d'input, vous en vendez 150, vous avez créé 50 de valeur ajoutée. Et donc, on a fait la somme sur toutes les entreprises, et on regarde, ça c'est le PIB marchand. Mais à côté, vous avez le PIB non marchand. Et le PIB non marchand, c'est quoi? En fait, c'est le PIB, c'est la valeur créée par l'État et les collectivités et aussi les associations. Au Bénin, c'est essentiellement l'État. Donc en fait, c'est la somme des salaires. Parce que comme vous n'avez pas un processus, vous n'avez pas un marché dans l'État, on estime, et ce n'est pas convention, que la valeur ajoutée créée est égale au salaire. Vous prenez un professeur dans le public, c'est difficile de quantifier la valeur ajoutée créée par ce professeur. Et donc, par convention, on dit c'est son salaire. Donc, vous faites la somme de tout ça, vous avez le PIB non marchand. Et bien, quand vous regardez ces deux composantes, l'évolution de ces deux composantes dans le PIB, depuis maintenant 2017, vous voyez que, en termes de vitesse, le PIB non marchand croît plus vite que le PIB marchand. D'accord. Alors, ça veut dire quoi? Parce que, dit comme ça, les non-spécialistes ne vont pas voir en quoi c'est grave. Eh bien, le fait que le PIB non marchand croît plus vite que le PIB marchand, ça veut simplement dire que ce n'est plus le secteur où la main invisible d'Adam Smith fonctionne, c'est-à-dire le secteur compétitif des entreprises, le secteur concurrentiel, qui fait la croissance, mais c'est le secteur de l'État. Ben, la question, c'est que si on pense que l'État pouvait être, sur une longue durée, un acteur majeur de la croissance, l'URSS serait aujourd'hui le pays le plus développé du monde. D'accord. Simplement, l'URSS n'existe même plus. Oui, évidemment. Et oui, parce que l'idée que c'est l'État qui fait de la croissance, c'est une vieille idée qui, 1000 fois démontée, continue de faire florès. Les partisans des théories keynésiennes vont dire oui, il faut de la dépense publique parce que si l'État pouvait faire de la croissance, ça se saurait. Ce qui est certain, l'État ira sur le marché pour évidemment chercher de l'argent. Il à vous d'être vigilant et au besoin de tirer la sonnette d'alarme si c'est que tant qu'on n'explose pas le compteur des 70%, bah, on est généralement dans la marge. C'est vrai que vous avez insisté sur des éléments absolument de voyants je ne voudrais pas que dans mes propos, on tire la conclusion que parce qu'on est inférieur à 70% communautaire, tout va bien. Pas du tout. Vous avez insisté là-dessus. J'ai insisté sur beaucoup de choses, notamment de ce qu'on fait de la dette. Bien sûr. Alors, le budget prévoit également l'organisation des élections de 2026. C'est peut-être la raison pour laquelle il y a cette hausse de 11%, puisque les élections, c'est de l'argent et depuis peu, on les finance nous-mêmes. C'est une question de dignité nationale et de fierté nationale que de financer soi-même ces élections. Donc, de ce point de vue-là, je suis totalement d'accord avec le choix opéré. Il est clair, en effet, que l'organisation des préparatifs des élections est un facteur contributif à la hausse constatée. Ça c'est évident. C'est évident. Et je pense que l'année 2025 va être une année importante parce que ça va être une année préélectorale. Et d'ailleurs, moi je pense que c'est un facteur important qui pourrait
fait bouger l'hypothèse des 6,8% de croissance attendue. Parce que si vous regardez bien dans le communiqué, les prévisions de croissance pour l'année 2025, on attend 6,8% de croissance en 2025. Alors là, ça c'est surprenant. C'est surprenant à plusieurs égards. Et d'ailleurs, je suis curieux de voir quand il y aura la loi de finances, les hypothèses, l'ensemble des hypothèses macroéconomiques et budgétaires que le gouvernement a fait. Parce que pour faire un budget, vous faites des hypothèses sur la croissance, sur les recettes, sur les... Voilà. Donc, je suis curieux de voir quelles sont les hypothèses macroéconomiques. Donc, si je regarde l'hypothèse de 6,8%, eh ben, j'ai envie de dire que cette prévision est optimiste. Parce que je crois que le FMI attend 6,5% pour 2024. Et il y a des modèles, économétriques ouverts, comme celui de Trading Economics, qui anticipe 6%, c'est plus pessimiste, 6% de croissance pour 2025 pour le Bénin. Donc, quand vous regardez, il y a quand même des deltas. Alors, le téléspectateur va dire 6%, 6,5%, 6,8%, on est dans l'épaisseur du trait. Ne faites pas du tout. Parce que quand vous avez un écart de 0,5 points de pourcentage, c'est 100 millions de dollars. D'accord. Donc ce n'est pas du tout la même chose d'anticiper 6% de croissance que 6,5% de croissance. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais là, le gouvernement prévoit 6,8. Ah oui, totalement. Et c'est pour ça supérieur à ce que... Et alors là, c'est pour ça que... Supérieur aux prévisions du FMI. Ah, mais c'est pour ça que je dis, bon, malheureusement, on n'a pas encore tous les détails, et que les hypothèses macroéconomiques seront alors là, je les attends avec impatience, parce que, par exemple, quelle est l'hypothèse qui a été faite sur le prix du baril du pétrole? Je ne sais pas. Mais il se trouve que moi, dans mon métier de tous les jours, je suis économiste, mais je suis économiste chez un leader mondial de l'énergie. Et mon rôle, c'est de faire des forecasts, c'est de faire des prévisions sur l'évolution des prix des commodités à l'échelle internationale. Eh bien, je peux vous dire que, notamment sur le pétrole, on va rentrer dans une période de hausse vertigineuse même du prix du baril de pétrole. Pour une raison simple, je la fais vite. Je la fais très vite. Vous avez, avec le développement des discours écologistes, un désinvestissement total chez les producteurs pétroliers dans ce qu'on appelle l'EP, c'est-à-dire l'exploration et production. C'est-à-dire que les producteurs de pétrole n'investissent plus dans la recherche de nouveaux gisements. Donc, si vous regardez depuis 2014, les investissements en EP ont baissé de facteurs 3-4. Donc, si, et là, je vous soumets un petit exercice, si on a les investissements dans l'EP, dans la découverte de nouveaux gisements, etc., qui a totalement baissé, et que la consommation du nombre de barils de pétrole n'a pas bougé, que va faire le prix du pétrole à votre avis? Augmenter. Augmenter. Donc, en fait, c'est un raisonnement assez simple. Après, il y a des modèles sophistiqués pour déterminer, pour quantifier exactement. Mais, parce qu'il y a d'autres facteurs aussi, il y a des facteurs géopolitiques, etc., et les facteurs de cartel de l'OPEP. Bien évidemment, mais si vous avez ça à l'esprit, ce n'est pas des novices non plus qui sont au niveau du ministère des Finances, c'est ce qu'ils ont vu venir. Enfin, je ne sais pas. Ils voient venir d'une certaine manière. Mais c'est pour ça que c'est très curieux, parce que si ils font une hypothèse de la hausse, d'une hausse des prix de baril du pétrole, je ne vois pas, du coup, d'où vient l'optimisme sur la croissance. Parce qu'ils anticipent 6,8%. Alors, évidemment, il y a des gens extrêmement bien formés au ministère de l'économie et des finances. J'ai même des amis qui y travaillent. Donc, alors là, je peux vous, effectivement, confirmer que c'est un ministère
qui est composé de gens tout à fait brillants. Mais je souligne quand même, malgré tout, que 6,8% me paraît personnellement très optimiste, et je suis curieux de savoir quelles sont les anticipations, les prévisions sur, en tout cas les hypothèses sur le prix du baril, dans les prochaines années, notamment en 2025. Parce que n'oublions pas quelque chose, il y a une vérité éternelle, l'économie, ce n'est que de l'énergie transformée. D'accord, mais quand le gouvernement évoque ces 6,8, il parle également des investissements à faire dans le secteur agricole. Il l'a précisé, justement, M. Koboulé, ne perdons pas cela de vue précisément. Il a parlé des investissements agricoles à faire et l'expansion aussi du tissu industriel. Ça peut être les variables considérées pour pouvoir faire cette hypothèse-là ou cette prévision de 6,8. L'agriculture, effectivement, est un point central pour le gouvernement. Et a raison, parce que n'oublions pas qu'il y a longtemps, il y a eu des manifestations avec comme mot d'ordre la vie chère. Donc le gouvernement a tout intérêt à prendre ça au sérieux, parce que dans l'histoire, quasiment toutes les révolutions ont commencé par une question d'inflation. C'est-à-dire que vous prenez la révolution arabe, ça a commencé par une inflation sur le blé. Vous regardez, on peut même remonter jusqu'à la Révolution française, parce que la Révolution française, quand on regarde bien, c'est que vous avez de 1784 à 1789, vous avez le prix de la miche de pain qui a fait x4. Et donc les ouvriers parisiens ne pouvaient même plus se le payer. Alors cette colère, après, a été instrumentalisée par la nouvelle classe qui naissait, donc la classe bourgeoise, pour abattre la noblesse. Mais donc c'est pour simplement dire que les révolutions démarrent toujours avec une question d'inflation. Et c'est d'ailleurs pour ça que Socrate disait qu'un homme ne peut pas être appelé homme d'État s'il est ignorant des problèmes du blé. Donc, le blé pour nous, c'est le maïs, c'est l'anacarde, c'est le coton, c'est notre agriculture. Oui, en général. Et donc, c'est fondamental que le gouvernement soit volontaire en la matière. Et ça, je trouve ça extrêmement bien. Après, le problème de l'agriculture béninoise, c'est un problème. On les connaît en fait, ces problèmes. On les connaît. Il s'est passé une petite révolution à l'arrivée du président Talon en 2016. Petite révolution. Très intéressante dans l'agriculture, et notamment le coton. Quand vous regardez le coton, en 2016, on faisait à peu près 200 000 tonnes de coton en termes de production. Et aujourd'hui, on en fait plus de 700 000. 700 000. Donc, on a fait plus que x3. C'est gigantesque. Mais, qu'est-ce qui s'est passé dans le coton? Pourquoi subitement on a fait x3 sur la production cotonnière? Il y a quelque chose qui a été décrété en 2017 et qui me paraît fondamental, c'est le fait d'avoir sorti l'État des questions de production cotonnière et d'avoir laissé l'État que dans son rôle institutionnel et de garde, enfin comment dire, d'État protecteur des droits de contrat. Parce que le fait d'avoir démonopolisé la filière et d'avoir confié la gestion de la filière à des professionnels, donc c'est l'association l'AIC, l'association interprofessionnelle du coton, eh bien, je trouve que ces gens-là savent mieux ce qu'il faut faire dans la production cotonnière que l'État. Donc le fait d'avoir confié la gestion de la filière coton
à des professionnels, c'est bizarre, on s'est retrouvé à faire x3 sur la production. Eh bien, c'est ça, c'est pas bizarre du tout, c'est l'idée que l'État n'a pas à s'occuper de la production du coton en réalité. Alors, ça fait beaucoup, c'est important pour les recettes, évidemment. Donc, vous qui vous inquiétez, entre autres, pour l'investissement, ça bouge quand même un peu le trou. Hein, dans ce secteur-là pourra quelque peu couvrir. Je pense que c'est fondamental, mais la question c'est, est-ce que c'est à l'État de faire ces investissements? Enfin, en tout cas, à quelle proportion l'État devrait faire ces investissements? C'est une question fondamentale. Et c'est une question de vision de développement. Et vous, quel changement espérez-vous alors? En fait, de refaire la révolution qu'on a fait dans le coton. Dans les autres secteurs? Partout, partout. Eh bien, c'est absolument... Alors, si vous me demandez ce qu'il faut faire, c'est ce qu'ils ont déjà fait. De rééditer cela dans les autres secteurs. D'ailleurs, je suis peiné de voir qu'on est quand même revenu sur quelques décisions en 2017, parce que, n'oubliez pas, en 2017, on avait décrété l'arrêt des subventions dans le secteur du coton. Malheureusement, c'est revenu par la fenêtre. Oui, la Covid a bon dos. Oui, la guerre ukrainienne a bon dos. On va dire, oui, le contexte international fait que il était important de venir au secours par des subventions aux agriculteurs, sinon ils n'allaient pas produire, tout simplement. Oui, mais enfin, il faut que ces subventions soient temporaires. C'est ce qu'on dit. Mais vous connaissez la fameuse phrase de Milton Friedman qui dit « Il n'y a rien de plus durable qu'une décision gouvernementale temporaire ». C'est-à-dire, on commence pas à dire que la subvention est temporaire, mais en fait, il n'y a rien de plus durable. Mais pour une raison simple, c'est même l'ontologie de la subvention. Quand vous faites ça, ce n'est pas mauvais à court terme. Et vous savez, en économie, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on voit, c'est le fait d'apporter un secours direct aux producteurs. Enfin, ce qu'on ne voit pas, c'est toutes les distorsions qu'on crée dans le mécanisme de marché, c'est-à-dire les faux prix qu'on crée dans l'économie et surtout les intérêts qu'on crée. Parce que quand vous faites des subventions, mais les gens n'ont pas envie, les bénéficiaires n'ont pas envie que la subvention s'arrête. Ben oui. Donc vous vous retrouvez en fait à créer des intérêts qui, alors, pour un politicien qui veut se faire élire, c'est très bien de faire des subventions, puisque alors là, vous êtes amis à tout le monde. Une fois élu, on revient à la réalité. Ah ben voilà, le problème c'est que... Ben oui, le problème c'est que je veux bien qu'on fasse campagne en poésie et qu'on gouverne en prose, mais la réalité, c'est quand même que continuer à faire des subventions et en creusant le déficit, parce que quand vous regardez le déficit actuel, on est, je crois qu'en 2023, on a fait quasiment 4%, plus de 4% de PIB comme déficit. Et puis cette année, le déficit devrait s'établir à 3,7%. Et là, on nous demande de passer aux 3% communautaires pour 2025. Et là, moi, je vais faire une proposition. Je demande à ce que le gouvernement réfléchisse à constitutionnaliser les 3%. Comme ça, on ne dépassera plus. C'est une question morale. Constitutionnaliser. Oui. Ça s'est enfermé. C'est l'enfermé, ça peut paraître, ça peut être à la longue. Mais ce n'est pas enfermé, c'est nous obliger à être responsables. Parce que réfléchissez bien à ce que c'est un déficit. C'est un impôt futur qu'on utilise aujourd'hui sans le consentement de ceux qui vont le payer dans le futur. C'est-à-dire que quand on fait du déficit, donc ça s'augmente, c'est le flux qui s'augmente au stock de la dette. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous vous retrouvez à créer donc ce que j'appelle des impôts futurs qui sera payé par nos enfants. Mais nos enfants n'ont pas donné le consentement à cet impôt-là. Je demande au président de la République,
et au ministre de l'économie et des finances de réfléchir, et aux parlementaires même de proposer cette loi-là. Il faut qu'on constitutionnalise les 3% de déficit. Allez, il faudrait qu'on évolue. Ce budget a prévu ou à un peu plus de 41% de dépenses à sensibilité sociale. C'est ce que le gouvernement il a prévu en attendant qu'on ait la loi, enfin le projet clairement dans tous ses sens. Alors pour vous, qu'est-ce que cela représente? Ça n'a de sens que politique, en réalité. C'est-à-dire que le mot social, c'est un mot essentiellement politique. Ça n'a pas de réalité économique, en réalité. Et au fond, c'est mobilisateur. D'ailleurs, on a vu que on a décrété ce qu'ils appellent le talon 2, c'est-à-dire le deuxième mandat, le second mandat, si vous voulez, du président Talon. Voilà, c'est le fameux hautement social, n'est-ce pas? Donc c'est très mobilisateur. Mais le fond de l'affaire, c'est que vous appelez social ce que vous voulez. Réfléchissons à ceci. Est-ce que le fait de construire des routes, qui par exemple va permettre à l'agriculteur, qui ne pouvait pas sortir sa production quand quand la route était impraticable, etc., est-ce que le fait de construire la route est une dépense sociale? On dira oui. Donc en fait, c'est ça. Donc vous voyez ça réduit les peines. Ben voilà. On a moins de... On est d'accord. Vous connaissez bien les impacts. Absolument. Bon. Donc vous voyez que ce qu'on appelle social, en fait c'est tout et n'importe quoi. En fait, pour moi, tout est social quand on fait de la croissance économique. Parce que si vous créez des centres de santé, où vous améliorez l'appareil sanitaire du pays, est-ce que c'est social ou pas? Est-ce que c'est social? Donc, je le crois, en tout cas. Je le crois fondamentalement. Est-ce que le fait de, je ne sais pas moi, de faire des routes, de créer des programmes d'insertion pour les jeunes, est-ce que c'est social? Donc, pour moi, cette quantification comme quoi il y aurait 40% du budget à sensibilité sociale, c'est dommage que les 60% soient antisociales. Bon, antisocial, je n'en sais pour rien. Non, je suis taquin en disant ça. Il y a un trait d'esprit dans ce que je dis. Mais en réalité, fondamentalement, c'est 100% du budget qui est social. C'est 100% du budget qui est social. Quand on examine, est-ce que le fait de payer les salaires des fonctionnaires, est-ce que c'est social ou pas social? Si vous dites que vous avez 40% du budget à sensibilité sociale, mais les 60 autres, enfin le reste, c'est à sensibilité à quoi? Antisocial? Bon, c'est pour marquer qu'on est toujours dans le registre du hautement social, dans une certaine mesure. Parce que le gouvernement a communiqué sur les exonérations, par exemple, les exonérations des kits de dialyse, etc. Est-ce que c'est social ou pas? Forcément. Oui, c'est possible, c'est de la dépense fiscale. C'est-à-dire qu'on renonce à des entrées. Donc, si vous voulez, est-ce que c'est social ou pas? Si. Donc, je veux dire, cette communication n'est pas très habile. Dire qu'on a 40% du budget qui est à sensibilité sociale, ben la question c'est les 60 autres. C'est la sensibilité à quoi? Donc en réalité, je pense que c'est un élément de langage qui permet d'alimenter peut-être la phraséologie officielle, mais enfin, ça n'a pas de réalité concrète et je ne pense pas que ce soit habile de l'afficher comme ça. Peut-être que c'est politiquement vendeur de dire que 40% du budget est à sensibilité sociale. Puis ils ont fait le procès au gouvernement justement d'être antisocial malgré tous les efforts. Le gouvernement a communiqué par exemple sur le projet Bessoké, etc. Mais c'est au gouvernement de se défendre. Moi je ne suis pas porte-parole du gouvernement. Voilà. Enfin, je n'ai pas ce talent. Bon, voilà. Je ne suis pas porte-parole du gouvernement. Donc c'est au gouvernement d'expliquer qu'ils ont toujours été social.
Est-ce que, encore une fois, je vous pose la question, est-ce que construire des infrastructures, c'est social ou pas? Je le pense. Je pense que c'est social. Mais c'est au gouvernement d'expliquer que construire des centres de santé, construire des routes, etc., et bien, c'est social. Un élément sur lequel on communique très peu, M. Koboudé, c'est la lutte contre les changements climatiques. Le gouvernement en a parlé dans le Conseil des ministres en évoquant ce budget. Pour vous, quelles sont les actions concrètes qu'on pourrait prendre en compte pour répondre justement aux enjeux environnementaux de l'heure? Alors là, vous posez une question essentielle, qui est celle de la préservation des aménités environnementales. D'abord, posons le cadre. Nous avons, d'abord à l'échelle continentale, l'Afrique émet à peu près 3% des gaz à effet de serre dans le monde. Le Bénin compte, en termes d'émissions, pour moins de 0,2%. Je crois que c'est même inférieur. C'est bien inférieur. Donc, le Bénin contribue très peu à l'émission mondiale de gaz à effet de serre. Mais malheureusement, l'Afrique est la partie du monde qui est la plus impactée par le phénomène du changement climatique. Et donc c'est un point essentiel, c'est-à-dire celui qui contribue le moins au mal est celui qui est durement frappé du point de vue, de par sa géographie, n'est-ce pas? Et donc là, c'est une question de justice mondiale. Et la question doit se poser à l'échelle planétaire. Pour une raison simple. 1 gramme de CO2 émis au Bénin a le même impact sur le climat que 1 gramme de CO2 émis à Washington ou à Paris. Donc, c'est indépendant d'où vous émettez le CO2. Donc, on se retrouve avec une question mondiale. Et là, la question doit se traiter à l'échelle mondiale. Et il faut trouver des mécanismes qui permettent de faire une espèce de justice climatique. On a vu des tentatives. Et les grands pays ont promis 100 milliards, etc., que les pays africains n'ont jamais vu. Enfin, ont vu une vingtaine de milliards sur les 100 milliards promis. Mais enfin, on se retrouve quand même avec une situation difficile. Mais comme cette justice climatique mondiale n'est pas encore en place, le Bénin est obligé de prendre sa part. D'ailleurs, le Bénin est l'un des premiers pays africains à avoir fait ce qu'on appelle le rebond vert, qui consiste à lever des fonds avisés pour lutter contre le changement climatique. Donc je pense que là, la préservation, le renforcement de notre agriculture sera un point majeur. Pour une raison simple, c'est que comme nous avons une économie où 60%, 70% même des gens sont dans l'agriculture, si nous laissons l'agriculture être impactée massivement par le changement climatique, nous allons avoir des problèmes. Parce que nous avons plus de la moitié des Béninois qui sont dans les champs. Enfin, qui sont dans l'agriculture. Oui, dans l'agriculture. Donc, vous voyez bien que... Et en même temps, l'agriculture est le premier poste, le poste le plus vulnérable au changement climatique. Donc, c'est une question de cohésion nationale. Et là, c'est fondamental. Je vous demandais les actions concrètes qu'on peut... Ah, mais les actions concrètes, là c'est des actions sectorielles. Il faut voir avec les agriculteurs, filière par filière, quels sont les dangers imminents, comment ils vivent ce changement climatique. Parce que nos agriculteurs vivent déjà ce changement climatique. Ça n'est pas quelque chose de nouveau pour eux. Ils voient bien qu'il y a, comment dire, les pluies sont plus erratiques, les récoltes sont moins bonnes, les terres produisent de moins en moins, malgré qu'on met de plus en plus d'engrais, etc., etc. Donc,
là, c'est une question. Je pense vraiment qu'il faut organiser les états généraux de l'agriculture, qu'il faut consacrer à la question de l'impact des changements, du changement climatique sur l'agriculture. Alors, pour sortir de toutes ces questions concernant justement le budget, Monsieur Koboudé, comment le contribuable noir qui, bien évidemment, paie ses impôts peut évaluer l'exécution de ce budget-là? Ah ben, c'est très simple. Vous avez si bien sûr le Parlement donne quitus au gouvernement. Eh bien, voilà. Ce qui se passe, c'est que vous avez 4 étapes dans le processus liées au budget. Vous avez la préparation du budget par l'exécutif, après vote, examen et vote au Parlement, et après promulgation par le président. Ensuite, vous avez l'exécution du budget, et enfin, vous avez le contrôle de cette exécution. Bon. Le citoyen, déjà, il doit commencer par lire la version simplifiée de la loi de finances, qu'on appelle le budget citoyen. Ben, le citoyen, il a des droits, mais il a des devoirs aussi. Il faut lire. Et ça prend 30 secondes à tout casser. Vous allez sur le site du ministère des Finances, je crois que ça s'appelle budget, quelque chose.bj. Vous allez, vous téléchargez le budget citoyen et pour le coup, c'est très bien fait. Vous avez des petits dessins, etc., qui vous illustrent de façon... Alors là, c'est même pour les non-économistes. Voilà. Donc, vous lisez le budget et après, il y a le contrôle que fait l'inspection générale des finances et après qui produit un rapport. Donc, vous allez après lire aussi comment s'est passé, comment s'est déroulée l'exécution du budget prévu pour l'année X. Donc là, c'est le rôle du citoyen aussi d'être un citoyen responsable. En fait, d'être un citoyen, ce que le philosophe ce que le philosophe Alain appelle le citoyen contrôleur. C'est-à-dire que le rôle du citoyen, c'est d'être un contrôleur. C'est de suivre comment se déroule la gestion des affaires publiques. Et là, on pourrait même, comment dire, étendre un peu la théorie. Petite parenthèse. Quand vous regardez l'exécutif de tous les pays, l'exécutif a une essence monarchique. Pour une raison simple. Même si on est dans la démocratie, l'exécutif a une essence, comment dire, monarchique, parce que c'est l'exécutif qui produit l'action. Et comme l'action appelle la responsabilité, l'exécutif est obligé, de décider, malgré tout. Voilà. Et puis, vous avez de l'autre côté, l'autre pouvoir qu'on appelle le pouvoir législatif, qui est d'essence plutôt oligarchique. C'est-à-dire, pour voter tes textes, il faut comprendre ce qu'il y a dedans, de quoi ça retourne, les impacts, les attendus, les tenants et les aboutissants. Donc, quelque part, il faut être expert de certaines choses, etc. Donc c'est réservé à un petit monde. C'est pour ça que je parlais d'oligarchique. Donc, la démocratie se trouve où? Si l'exécutif est d'essence monarchique, le législatif est d'essence oligarchique, la démocratie se trouve où? Eh bien, chez le citoyen. C'est le citoyen, de par son rôle, que le philosophe Alain appelle le contrôleur, c'est le citoyen qui, par sa participation à la vie publique, met une pression sur ces deux pouvoirs pour qu'ils renoncent à leur essence. C'est-à-dire, pour l'exécutif, son essence monarchique, et pour le législatif, son essence oligarchique. Il n'a pas de pouvoir sur cet exercice-là, en réalité. Oui, enfin, il n'a pas de pouvoir, mais au moins, il pourra dire aux prochaines élections, je vise ces gens-là. Ça se retrouve aux urnes, au fait. La démocratie suppose un citoyen éclairé. Et c'est pour ça que le fait qu'on ait encore à peu près 50% des Béninois analphabètes, c'est un frein pour notre démocratie. Allez, on va finir, M. Koboudé, sur ce point du FMI. On l'évoquait un peu plus haut, mais on revient sur ce qui a été dit. Vous le savez, une équipe justement du Fonds monétaire international a effectué une visite
la semaine du 5 septembre pour évaluer justement les performances économiques du Bénin. Du point fait, on apprend que les performances macroéconomiques restent solides malgré un environnement extérieur difficile, marqué notamment par la forte dépréciation du Naira. Avoir des performances macroéconomiques solides signifie quoi concrètement pour le citoyen? Mais signifie qu'on a une gestion de l'économie relativement saine. C'est-à-dire que les grands agrégats macroéconomiques sont au beau fixe. Par exemple, la dette, le ratio dette sur PIB relativement contenu. Le déficit qui va bientôt revenir sur les 3%. La question de l'inflation, on a une inflation qui est de 2%, un peu moins de 2% maintenant, l'inflation a retombé. Nous avons des finances publiques saines, nous avons des projets d'industrialisation, notamment de Glodibé, etc. Bon, des projets de développement qui sont en cours. Mais tout ça fait un cocktail. On a un environnement des affaires qui n'est pas encore sain, mais qui s'assaigne. Donc, tout ça fait que le FMI a raison de dire que la macroéconomie béninoise est relativement saine. Après, la question c'est comment on descend de là à la vie du citoyen du quotidien. Et ça, c'est la grande question. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une dissonance entre les performances macroéconomiques du Bénin et la réalité de la population. Vous avez une enquête que Afrobaromètre, qui est un institut de recherche et de sondage dans plusieurs pays en Afrique, Afrobaromètre a produit une étude qui est de mesurer ce qu'on appelle la pauvreté vécue. Depuis 2011 jusqu'à 2020, si je vois c'est le dernier point qu'on a, eh bien, la pauvreté vécue au Bénin a explosé. Donc, ce n'est pas une opinion de ma part. C'est un fait établi par Afrobaromètre, qui est un institut de sondage indépendant. Donc, il y a comme une dissonance entre les performances macroéconomiques et le vécu. Et ça, c'est une question fondamentale. Et je pense même que c'est la question qui se pose à l'exécutif. Comment se fait-il que nous avons les agrégats macroéconomiques solides et que l'impact n'est pas direct, et que quand on mesure, notamment, je vais donner un exemple, l'exemple de l'étude de Afrobaromètre, qui est plutôt l'étude respectée, eh bien, comment se fait-il qu'il y a une dissonance? Eh bien, il y a une dissonance simplement parce que nous sommes en train de construire ce qu'on appelle les éléments de base de notre économie. Et en général, c'est des choses qui sont très intensives en capital et très peu intensives en main-d'œuvre. Je m'explique. C'est que aujourd'hui, quand vous faites de l'infrastructure, etc., c'est très intensif en capital. Il faut amener des grues, il faut amener des machines très sophistiquées, etc. Mais en termes de nombre d'emplois rapportés à la dépense, ben, il n'y en a pas de masse en réalité. Donc vous avez comme ça, tout un tas d'investissements que fait le gouvernement, qui est très intensif en capital, qui consomme du capital, mais pas assez de main-d'œuvre. Et donc, pas assez de revenus pour la population. Mais ces investissements sont nécessaires malgré tout. Justement. Et j'ai entendu la dernière fois le président qui dit « Oh, je fais le sale boulot. Je fais le sale boulot. » En fait, je pense que ce qu'il voudrait dire par là, c'est qu'il pose des bases qui ont des bénéfices
immédiat très minime. Très réduit, mais peut-être à la longue. Exactement. À la longue. Donc, en fait, ces infrastructures, etc., eh bien, vont générer des externalités positives, pour parler comme les économistes, des externalités positives plus tard. Et tout le monde en bénéficiera. Donc, cette dissonance entre la performance macroéconomique du pays et la réalité du quotidien, comme le disent les économistes, le panier de la ménagère, n'est-ce pas? Eh bien, effectivement, cette dissonance est un problème. Et je pense que elle, comment dire, elle peut quand même trouver des réponses. Mais enfin, pour ça, mais est-ce que ces il faut performances passer en ont une consultation. valeur? Peut-être pas. Est-ce qu'elles ont une valeur peut-être sur le marché international? Ah, mais évidemment. Non, mais soyons clairs. Le fait d'avoir un sérieux dans les finances publiques, la transparence, la publication de tous les documents, etc., c'est essentiel pour la crédibilité. C'est essentiel. C'est essentiel. C'est fondamental même. Mais enfin, est-ce que ça fait tout? Non. Parce que, à la fin de la journée, pourquoi fait-on tout ça? C'est pour que les populations, les Béninois, vivent mieux. Donc, si vous avez une performance macroéconomique, mais que, pour l'instant, quand on mesure la pauvreté vécue dans le pays, elle est en hausse, c'est une dissonance qu'il faut d'abord reconnaître, parce que ce n'est pas une opinion, c'est un fait. En fait, c'est des questions qu'on pose et qu'on parcourt tout le pays pour poser aux Béninois avec des techniques de sondage. Et ce qu'on voit année après année, c'est une explosion de ce qu'on appelle la pauvreté vécue, c'est-à-dire le manque des éléments de base de la vie. D'accord. Allez, on va finir sur de beaux échanges. Monsieur Korboudet, pour vous, qui voyez, vous regardez le Bénin de loin et qui pas de loin. Enfin, je suis très fréquemment au Bénin. Bénin. Partez, en tout cas, vous n'êtes pas assis au Bénin non plus. Oh, ben, je suis tout le temps là. Pour vous qui voyez le Bénin de loin, je peux faire le lire comme ça. Est-ce que ces performances dont nous venons de parler rassurent concrètement? Et aussi, est-ce qu'il y a des risques sur notre croissance? Je pense qu'on a fait de la croissance, c'est incontestable, mais je pense que la philosophie, au fond, la philosophie de développement qui consiste à croire que c'est l'État qui fait le développement, je n'y crois pas. L'histoire économique a liquidé cette idée. Je pense que la confiance au secteur privé doit être renforcée. Je pense que ce qui fera le développement économique du Bénin, ce n'est pas l'État. L'État ne fait pas de développement. L'État récupère des ressources chez le citoyen, chez le contribuable, pour assurer ce qu'on appelle des grands systèmes de la nation, c'est-à-dire la diplomatie. Il ne peut pas y avoir de diplomatie privée. La justice, il ne peut pas y avoir de justice privée. Voilà, donc il y a quelques secteurs comme ça qu'on ne peut pas privatiser. Mais pour le reste, l'État qui s'occupe de l'état du sol dans le champ d'un agriculteur à Kétou, franchement, ça n'est pas ce qui est souhaitable. Je pense, encore une fois, que nous faisons de la croissance. Cette croissance, elle est un peu chère, parce qu'aujourd'hui, pour répéter ce que je disais tout à l'heure, pour faire 1 franc de croissance, nous faisons 0,66 francs de dette. Donc c'est une croissance chère, et nous avons quelques éléments à corriger. Le fait que pour la retraite, nous soyons encore dans un système par répartition, ça n'est pas souhaitable. Je pense qu'il faut faire la transition vers un système par capitalisation, parce que nous avons une structure démographique qui permet d'accumuler des ressources longues
avec un système de retraite par capitalisation. Parce que notre système de retraite par répartition, ben, il est totalement déficitaire. C'est l'État chaque année qui s'occupe à boucher les trous, puisque ça n'est pas les cotisations qui permettent de payer les pensions. Les cotisations sont totalement insuffisantes par rapport au niveau des pensions. Donc là, nous avons... Et puis, ontologiquement, la retraite par répartition, c'est un système de Ponzi. Et on peut le démontrer par des équations mathématiques. Donc, c'est un système de Ponzi. Il faut faire la transition vers un système par capitalisation. Et sur la question de l'investissement public, il faut que nous améliorons l'efficience de notre dépense en investissement public. Et puis après, continuer les chantiers. Le programme d'action du gouvernement 2021-2026. Et puis, les risques sur notre croissance sont pour moi de 3 ordres. Nous avons le contexte global international, c'est-à-dire les tensions pour l'instant commerciales entre la Chine et les États-Unis, l'évolution incertaine de la guerre ukrainienne, dont on ne sait pas comment ça va évoluer, et puis le contexte régional. Maintenant, l'autre risque, donc ça c'est le premier type de risque. Le deuxième type de risque, c'est comment la société politique va se comporter en année préélectorale. Est-ce que les responsabilités de chaque camp est-ce que chacun prendra sa responsabilité pour, en dernière analyse, assurer la paix? C'est quand même ce qu'on a de plus précieux. Donc ça c'est le deuxième type de risque. Et puis, et qui est totalement lié à l'année 2025. Quoi. Et puis, troisième type de risque, c'est l'extrémisme violent. On a aujourd'hui nos forces de l'ordre qui font un travail formidable à nos frontières. Mais enfin, l'extrémisme violent commence à être un sujet. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Sofoni Jade-Koboudé. On n'a plus le temps, on a épuisé le temps imparti à cet entretien. Mais c'est passé vite. Je vous donne quelques minutes pour conclure après la vidéo. D'abord, je suis ravi de faire cet échange qui permet de prendre le temps pour discuter. Et puis, oui, je voudrais dire que nous devons être ravis de ce que nos institutions fonctionnent. Nous avons un budget qui est transmis à l'Assemblée nationale. Je suivrai les débats dans les commissions et en plénière avec passion. Oui, puisqu'il y a des questions dont les réponses se retrouvent au niveau du projet de loi de finances. Absolument. On n'a pas pu les approfondir, malheureusement. Mais si vous voulez, je reviendrai. Une fois qu'on aura la loi, qu'elle sera votée, on aura la loi de finances pour 2025, je reviendrai discuter du contenu et surtout des hypothèses. Oui, vous y pour voir comment le gouvernement compte atteindre le taux de croissance de 6,8. On le verra ensemble. Merci beaucoup, Monsieur Sofoni Jade-Koboudé. Vous êtes économiste et directeur, bien évidemment, du think tank l'Afrique l'Afrique des idées. Voilà. Merci à vous, mesdames et messieurs. Ainsi pour faire l'entretien ce dimanche que nous vous remercions d'avoir suivi. Nous avons parlé des prévisions du gouvernement par rapport au projet de loi des finances et gestion 2025. Plus de 3 500 milliards pour 2025, y compris les élections et également les investissements à faire dans bien des secteurs. Le social qui est en pole position, les dépenses à sensibilité sociale évaluées à plus de 41%. Nous avons eu le temps de décortiquer cela avec notre invité, sans oublier cette mission du FMI au Bénin qui affirme que les performances macroéconomiques du Bénin restent solides. Ce que cela implique, nous sommes revenus là-dessus avec notre invité. C'est tout pour l'entretien. Merci de nous avoir suivis et nos programmes se poursuivent. Je retrouve les collègues dans un instant pour revenir sur cet entretien et la suite de votre programme dimanche, c'est politique. Je vous dis donc à tout de suite.